Bienvenue dans ce nouvel épisode de IoT Decoded, le podcast à parution plutôt super aléatoire qui vous donne de l'actualité sur les objets connectés. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial et particulier où je vais vous parler d'un réseau crowdsourcé un peu spécifique qui s'appelle Helium. Alors si vous voulez en savoir plus sur globalement les réseaux crowdsourcés, vous pouvez regarder mon épisode précédent qui parle de l'ensemble des réseaux crowdsourcés qui peuvent exister. Mais je vais vous parler d'Helium en particulier parce que je vais vous expliquer un petit peu comment il marche maintenant que je le connais un petit peu plus par rapport à la dernière fois, d'une part, et d'autre part parce que celui-là me semble intéressant d'une certaine façon parce qu'il est au réseau télécom ce que Uber est au taxi en quelque sorte. Donc on est en plein dans l'uberisation et on est dans l'uberisation à partir d'une blockchain. Et personnellement, même si ça fait un moment que je suis les blockchains ainsi de suite, la plupart des blockchains je leur trouve un intérêt assez limité dans le monde réel, c'est-à-dire que c'est des composants assez intéressants, mais malgré tout j'ai du mal à voir ce qu'il y a de concret, de tangible avec notre monde physique derrière les blockchains. Voilà, donc ce sont de très bons outils, mais qu'est-ce qu'ils apportent physiquement dans le monde réel? Et là, on a une blockchain qui permet de déployer un réseau opérateur, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui, dans le monde réel, se concrétise par une chose qui peut être utile à tout un chacun, c'est-à-dire la construction d'un réseau télécom. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose de palpable, quelque chose de physique, et donc c'est une application de la blockchain qui a des effets dans le monde réel. Et donc ça m'intéresse. Et donc je creuse un peu cette solution-là et je veux partager avec vous le mode de fonctionnement. Alors, Helium, l'objectif, c'est de bâtir un réseau d'IoT. Un réseau d'IoT qui va pouvoir fonctionner avec des objets qui n'ont rien de spécifique. Donc ça, c'est une distinction par rapport à Amazon Sidewall, par exemple, qui est un objet d'IoT qui fonctionnera avec des objets qui sont seulement compatibles avec Amazon Sidewalk. Même si ça se veut être quelque chose qui fonctionne avec plein de technologies, malgré tout, il y en a une couche protocolaire qui est un peu spécifique. Ce n'est pas le cas dans Helium, qui est un réseau LoRaWAN, donc un réseau tout ce qu'il y a de plus standard, comme celui d'ObjectNews, de Parbouygues, ou comme celui d'Orange, ou comme celui de TTN, dont on parle aussi régulièrement. Donc ce réseau-là, il va pouvoir être compatible avec des tas d'objets qui sont déjà existants. Donc sur Helium, la problématique n'est pas les objets, puisque les objets existent. La problématique est le déploiement du réseau. Et dans un réseau IoT, comme dans la poule et l'œuf, on va dire, il y a un moment il faut un réseau et un moment il faut des applications, mais en général on n'a pas d'application sans avoir le réseau. Donc la problématique est de savoir comment est-ce qu'on va monter ce réseau. Et là, Helium a trouvé une solution au travers d'une blockchain qui permet de rémunérer les personnes qui montent le réseau. C'est-à-dire que si vous rentrez dans Helium, vous êtes un peu une espèce d'auto-entrepreneur du déploiement de réseaux télécom. Voilà, en quelque sorte, c'est un peu ça, sauf que vous le faites en investissant dans du matériel et pas dans des voitures, si on compare par rapport à Uber, et derrière, vous récupérez une rémunération sous forme de token, donc sous forme de crypto-monnaie qui peut être échangée contre des vrais euros ou des vrais dollars sur les plateformes qui sont spécialisées dans la cotation et l'échange de crypto-monnaies. Voilà, donc en fait, on est dans la génération d'une monnaie qui a un cours et dont le cours va évoluer. Alors, ce qui est intéressant dans la construction de ce cours, c'est qu'il n'est pas seulement spéculatif. On va se le dire, clairement, à ce jour, sur Helium, on est dans de la spéculation, parce que vous allez voir que les mécanismes qui permettent de donner une valeur tangible à ce token ne sont pas du tout en place. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a une valeur qui est même assez haute par rapport on va dire par rapport aux communications et par rapport aux éléments tangibles qu'il y a derrière, et qui fait que déployer de l'Helium a une rentabilité. Et du fait que ça ait une rentabilité, le réseau se déploie, il se déploie même assez vite, puisque en moins d'un an, ça doit être 6-8 mois aujourd'hui, le réseau compte 13 000 antennes au travers du monde, dont une grosse partie aux États-Unis, là où il est né. Soyons très clairs, en France, si vous voulez utiliser du Helium, il va falloir venir à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. Vous avez quelques antennes aussi qui sont à Paris, vous en avez une à Lyon. Et oui, on en a deux à Clermont quand même. Ouais, les Lyonnais, il va falloir bosser un peu. Voilà, bon. Et globalement, on va dire, on n'a pas beaucoup. Mais ça, c'est normal, parce qu'en fait, l'équipement qui permet de faire fonctionner ce réseau-là, pour l'instant, a surtout été envoyé sur les États-Unis et vont arriver les premiers batchs en volume sur l'Europe dans les semaines à venir. Voilà. Après, on est plutôt à la traîne au niveau européen en France, puisque les Anglais ou les Suisses ont déjà des couvertures qui sont largement supérieures aux autres. Mais bon, ça,
C'est pas le point crucial de l'histoire. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de déployer des antennes qui vont permettre d'étendre le réseau et, comme rétribution, on va obtenir des tokens. Alors, comment ça fonctionne? Une blockchain classique, vous mettez une puissance de calcul en place, et c'est un peu ce qu'on lui reproche en fait à une blockchain classique, c'est de consommer beaucoup d'énergie, parce que vous êtes obligé de mettre en place beaucoup de puissance de calcul pour avoir des chances d'être élu et de gagner des tokens. Voilà. Eh bien, ou de résoudre un challenge. Eh bien, dans le cadre d'un réseau télécom, ce n'est pas la puissance de calcul qui est important. Ce qui est important, c'est d'étendre le réseau télécom et donc d'ajouter des antennes. Et pour vérifier que vous étendez le réseau, eh bien, il y a dans la blockchain un mécanisme qui s'appelle des preuves de couverture. Et c'est ça que vous devez faire en fait, c'est réussir des preuves de couverture. Alors comment ça marche une preuve de couverture? Ben, en fait, une antenne va envoyer un message, donc un message dans l'air, donc envoyer un challenge, et d'autres antennes vont le recevoir. Et en recevant ce message, elles vont réaliser un challenge. Et en contrepartie de ce challenge et de la réussite de ce challenge, eh bien, les antennes vont faire gagner des tokens. Et grosso modo, c'est principalement ça qui va permettre de faire gagner des tokens. On va dire qu'aujourd'hui, 90% des tokens sont distribués de cette façon-là. Il y a d'autres mécaniques aussi, puisque cette blockchain-là, ensuite, une fois qu'elle a généré les tokens, doit gérer les transactions, c'est-à-dire le fait de déplacer de l'argent d'un porte-monnaie virtuel à un autre porte-monnaie, c'est une opération. Et puis on verra qu'il y a d'autres opérations qui sont utiles dans la communication. Donc globalement, ces opérations amènent aussi à la validation d'éléments de la chaîne. Et ceci aussi rapporte un certain nombre de tokens. Voilà. Donc il y a différentes façons de gagner des tokens, mais globalement, pour en gagner, il va falloir que vous soyez à proximité d'antennes. Résultat, ce principe-là fait que quand vous avez des voisins, ça devient rentable, donc vous investissez dans de nouvelles antennes qui permettent d'avoir de nouveaux voisins et qui permet ainsi d'étendre le réseau, mais de l'étendre, on va dire, de façon regroupée, pas un petit peu n'importe où en créant une espèce de gruyère gigantesque. Non, ça a plutôt tendance à s'étendre en partant d'un point et en grossissant autour de ce point. Ce qui est plutôt intéressant parce que ça permet d'avoir des zones dans lesquelles la qualité de couverture est plutôt bonne. Voilà, donc c'est plutôt vraiment bien pensé ce qu'ont fait les gars. Et ce système-là est bien en train de créer un réseau. Alors, aujourd'hui, avec 13 000 antennes, grosso modo, on pourrait avoir une couverture, si les antennes étaient bien positionnées et tout ça, on pourrait avoir une couverture qui serait à peu près l'équivalent de 2 fois le territoire français. Ce qui serait plutôt gigantesque, voilà, surtout sur les délais. En réalité, je pense qu'on est à peine à l'équivalent de la couverture du territoire français, parce que, comme je l'ai expliqué dans mon autre vidéo, mais je ne vais pas revenir là-dessus, de la façon dont sont déployées les antennes et dans le public qui déploie ces antennes, eh bien, on a une couverture qui est plus réduite. Mais malgré tout, ça reste quand même un réseau assez intéressant qui va se déployer petit à petit. Ce réseau étant compatible avec tout un tas d'objets qui sont déjà disponibles, eh bien, déployer des applications là-dessus peut être intéressant. Mais alors, pourquoi aller choisir ce réseau-là plutôt qu'en choisir un autre? Eh bien, pour une raison qui peut être simple, c'est que la communication sur ce réseau peut être moins chère. Alors, vous allez me dire, vis-à-vis de TTN qui est gratuit, moins cher que gratuit, ça va pas être évident. Ben oui, mais TTN, aujourd'hui, qui a pas mal grossi en Europe, est quand même plutôt en train de stagner dans sa croissance. Et Helium, qui propose un modèle de rémunération rentable à ce jour pour les gens qui le déploient, pourrait le dépasser assez rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, Helium en nombre d'antennes n'est pas très loin de TTN, sauf que TTN a plusieurs années et que Helium a quelques mois. Voilà. Donc, ce réseau pourrait grossir plus vite, apporter une meilleure couverture et par conséquent devenir un vrai concurrent intéressant à des réseaux en France comme Orange et Bouygues. Alors, Orange et Bouygues ont des super réseaux LoRaWAN, donc ce sera difficile de les concurrencer, mais il faut se dire qu'on est une exception au niveau mondial, les réseaux LoRaWAN sont très rares. Donc finalement, dans tout un tas d'autres pays, ça peut avoir du sens. Et si ça a du sens dans un autre pays, pourquoi s'embêter à aller discuter avec Orange et Bouygues en France, puisque vous pouvez avoir une solution globale où vous avez besoin de discuter avec absolument personne, puisqu'Helium, dans le principe de la blockchain, eh bien, fonctionne tout seul, c'est un système décentralisé. Donc vous n'avez pas besoin de vous embêter à discuter avec une autre entité. Alors comment ça marche et quel peut être votre intérêt aussi, au-delà d'avoir un réseau, c'est aussi d'avoir un réseau qui soit pas cher. Pour donner une petite idée, Helium, en termes de volume, prix au volume transféré, si on compare à Sigfox, eh bien, on a un facteur qui est 15, c'est-à-dire que ça coûte 15 fois moins cher. Et ça, c'est intéressant, parce que sur Sigfox, un abonnement, c'est à peu près 15 € par an. Eh bien, là, vous tombez à 1 € par an. Donc 1 € par an, ça veut dire que dans un objet connecté que vous fabriquez, pour une dizaine d'euros,
vous avez 10 ans de couverture, ce qui correspond souvent à la durée de vie de l'objet. Donc la communication devient globalement marginale dans le coût de l'objet, et ça c'est intéressant. Et l'autre point qui est intéressant, c'est que le prix de la communication, eh bien, il est garanti par le protocole, c'est-à-dire que ce prix, il est fixe. Donc ça c'est intéressant parce que non seulement vous avez un prix bas, mais vous avez un prix bas garanti, ce qui vous permet d'avoir confiance dans le système. Bon, mais c'est super, mais au bout d'un moment, cet argent-là, qui permet de financer les gens qui mettent des antennes, il va bien falloir qu'ils viennent de quelque part. Pas uniquement du fait de principe d'avoir fait des tests. Eh bien, la solution qui a été mise en place, c'est que le fait de communiquer sur le réseau demande une autre monnaie qui s'appelle le DC, voilà, sachant que le token principal est le HNT pour Helium. Eh bien, pour communiquer, vous avez besoin de consommer des DC. Comme je vous ai dit, les DC ont un prix fixe, ce qui permet de savoir exactement combien la communication va vous coûter. Eh bien, pour créer les DC, il faut détruire des HNT. Donc finalement, le principe est que vous allez avoir une question d'offre et de demande. Vous savez que le DC est un prix fixe, vous savez que le HNT a lui un prix qui est variable, eh bien logiquement le prix du HNT va s'adapter en fonction de la demande de DC. Donc en gros, plus il y aura besoin d'avoir de communication sur ce réseau, et plus la valeur du HNT sera importante. À ce moment-là, la rémunération pourra venir principalement des communications qui passent par les hotspots, et non plus simplement des preuves de coverage qui, elles, sont, on va dire, une fois qu'on en a fait quelque chose, les choses sont assez fixes. À part si on déplace le hotspot, ça permet de le vérifier, mais il n'y a pas besoin d'en faire très souvent. Par contre, la communication, le fait d'avoir des données qui passent par son antenne, eh bien, a un apport de création de HNT que l'ensuite on revend pour recréer des DC. En fait, c'est un circuit où le fait de communiquer détruit des DC, on consomme des DC, on crée des HNT, et ensuite ces HNT, on les détruit pour créer des DC. En fait, c'est un système de vase clos où on transforme des HNT en DC, des DC en HNT. Voilà. Et donc ça doit s'équilibrer, et c'est ça qui va déterminer à la fin le prix du HNT et lui donner une valeur qui est tangible et qui correspond à quelque chose qui existe dans l'économie réelle. Donc ça, c'est intéressant, parce que du coup, ça permet de ne plus être dans la spéculation. Aujourd'hui, on est sur la spéculation, c'est-à-dire que les gens vont acheter des HNT, soit parce qu'ils pensent qu'à court terme, ça va monter ou va descendre, ou parce que globalement, dans la durée, ils estiment que ce token va prendre de la valeur, parce que les communications vont exister, donc on aura besoin de consommer des DC, donc on aura besoin de brûler des HNT, et pour brûler des HNT, ça leur donnera une valeur importante. Voilà, tout simplement. Donc ça crée un équilibre qui est intéressant. Alors clairement, pour avoir un bon niveau de prix du HNT, ou supérieur à celui qu'il est aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait beaucoup de communication. Mais on attend des objets connectés, qu'ils soient présents par millions et milliards, et donc qu'ils aient ce besoin de communication très importante qui peut faire ces volumes. Voilà. Donc tout ça a du sens. Après, est-ce que ça va fonctionner? C'est vraiment trop tôt pour le dire. En tout cas, moi, je constate que ça progresse très vite aujourd'hui. Est-ce que ça va arriver à un plateau et ça va s'arrêter rapidement? C'est tout à fait possible, je n'en sais rien. Voilà. Donc après, je vous laisse juge de savoir ce que vous voulez faire avec ça. Mais en tout cas, le concept est vraiment intéressant à mon sens parce que c'est vraiment un concept d'ubérisation des télécoms, pas pour communiquer, s'appeler et passer des coups de fil à ce jour, mais ça pourrait arriver demain. Mais c'est un concept d'ubérisation dans le monde de l'IoT, un domaine qui est nouveau. Et ça, ça vaut le coup d'être regardé, ça vaut le coup d'être compris. Et en plus, moi, je trouve que c'est une utilisation très pratique et très intéressante de la blockchain. Et donc ça aussi, ça a tout un intérêt d'être étudié dans ce cadre-là. Donc voilà, et si vous voulez en savoir plus sur Helium, je vous rappelle que j'ai une autre vidéo qui parle des réseaux crowdsourcés et qui vous explique un petit peu mieux comment ça marche et les différences entre les uns et les autres. J'ai un article aussi sur mon site www.disque91.com qui explique aussi comment fonctionne Helium et qui en plus explique techniquement ce qu'il faut faire pour rentrer dans le système. Et puis vous trouverez pas mal de communication sur ce sujet. C'est un sujet qui va sans doute beaucoup grossir et je pense faire parler lui dans le monde de l'IoT, y compris en France, dans les 6 mois à 8 mois à venir. Voilà, puisque le réseau est tout juste en train d'arriver sur le territoire français aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode qui arrivera plus vite, je pense, que le dernier. Et cette fois, je vous parlerai de Sidewalk parce que là aussi, il y a vraiment tout un tas de choses qui sont en train de sortir ces jours-ci.
et qui sont vraiment intéressants dans cet autre réseau crowdsourcé qui lui aussi vient disrupter le fonctionnement classique des télécoms aujourd'hui.